Merci. Merci à tous et à toutes d'être venus. D'autres personnes doivent arriver, mais vont arriver avec un peu de retard. Nous les accueillerons en cours. Alors, je suis très contente d'accueillir Kerim Meimer, dont j'ai fait la connaissance il y a peu de temps, grâce à Babette qui est là-bas. Merci Babette, parce que c'est une très belle connaissance. Je suis très fière de vous connaître maintenant. Je vous connaissais par l'intermédiaire d'un ouvrage que j'ai trouvé en arrivant à la villa, qui est le livre Outrage, holotophage. La Tunisie, est-ce qu'elle a vraiment une histoire? Est-ce que les Tunisiens connaissent vraiment leur histoire, Karim? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Ils ne la connaissent pas. Il ne faut pas généraliser. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils n'ont pas le même apprentissage de l'histoire comme nous, on a en France. Même moi, j'irai plus loin. C'est la question. C'est la question. Quand Eh on bien, leur pose la question, parce que personnellement, je suis avec un ami, donc on regarde les émissions françaises. Je me dis, mais comment tu connais tout ça sur la France? Parce que je l'ai appris à l'école. Et eux n'apprennent pas ça à l'école. Ils n'apprennent pas l'histoire de leur pays. Ils chantent l'hymne tous les matins et toute la chose que nous, effectivement, dans notre pays et en France, on ne fait pas. Mais à côté de ça, il leur manque l'apprentissage de l'histoire de leur pays. c'est vrai qu'en France, il y a les Gaulois. Kérim, Oui. peut-être allez-vous rebondir là-dessus? Absolument, absolument. Donc je vous laisse. Je vois que déjà le débat est lancé. Et effectivement, quand on dit c'est la question, c'est vrai que c'était une frustration ou un sentiment. On a toujours besoin de savoir d'où l'on vient, etc. Et comme vous dites, Bénédicte, moi j'étais aussi à l'école française où j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Et j'ai adoré l'histoire de France. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, moi, je ne suis pas gaulois, moi, je suis nord-africain, je suis tunisien. Et cette histoire de Tunisie, elle est où? Et donc, je ne l'ai apprise que par l'intermédiaire de l'éducation française. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait un manque énorme. Et à partir d'un moment où j'ai eu un peu de temps dans ma vie, j'ai eu ce besoin de revenir dans cette histoire. Et j'ai réalisé ce bouquin qui s'appelle Histoire d'Ifriqiya. D'abord, histoire de Djerba, parce que j'ai commencé d'abord par faire une recherche sur Djerba. Et puis, on ne peut pas parler de Djerba sans parler de son environnement méditerranéen, avec la Libye, l'Égypte, la Grèce. Et on voit énormément de liens entre la Tunisie, Djerba qui est méditerranéenne. Donc, j'ai dû m'intégrer dans cette histoire méditerranéenne de Djerba, de l'Ifriqiya. Et l'Ifriqiya, donc, c'était notre nom, celui qui a donné son nom à l'Afrique, puisque c'était les Beni Ifren, quand on parle d'Africains, nous sommes les Africains. Donc aujourd'hui, on fait une petite déformation, mais les Beni Ifren, ce sont les Nord-Africains, et pendant longtemps, notre pays s'appelait Ifriqiya. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tribus, et puis un récit historique fabuleux, extraordinaire. Quand j'ai dû le découvrir, j'ai recoupé les sources espagnoles, françaises, et on voit que l'histoire de France raconte ce qu'elle a envie de raconter. Par exemple, j'ai découvert les fameuses histoires de Saint-Louis, les croisades de Saint-Louis. La notion est complètement faussée. Parce que croisade, ça ne voulait pas dire engagement religieux. C'était différent. Partir en croisade, c'était partir en famille, aller au pèlerinage, préserver les lieux saints. La vision guerrière n'est venue que par après. Au début, c'est des questions de sécurité. Et on se rend compte que ces fameuses croisades ne se sont pas passées comme on le dit. Alors, l'histoire de France rapporte les croisades par l'intermédiaire c'est même pas des mémoires, mais de ce qu'a écrit le cardinal de Joinville. Donc, c'est très chrétien. Et en fait, c'est une grosse catastrophe, l'expédition de Saint-Louis. Saint-Louis était quelqu'un de pas très comment dire, pas fréquentable. Il était puritain, il se donnait des coups, il était pieux à la folie. Sa mère était espagnole, Blanche de Castille, donc vous voyez un peu l'énergumène que c'était. Et il n'avait pas de tolérance, il a voulu convertir, il a mis, je ne sais pas ce qu'il a mis aux Juifs, mais il voulait les distinguer dans la société. Donc vous voyez ce fameux Saint-Louis, dont il n'y a pas un lieu où on ne voit pas Saint-Louis, la rivière Saint-Louis, la ville Saint-Louis, l'université Saint-Louis. C'est un homme qui est extrêmement renommé, mais dans la réalité, c'était quelqu'un de pas très fréquentable.
Et il a voulu convertir le Mongol, il a voulu, dit-on, convertir le Tunisien, si on peut parler de Tunisien. Et donc on se rend compte que cette croisade de Saint-Louis était une catastrophe, parce qu'il a perdu plus de 7000 hommes. Ils se sont noyés dans la baie de Trapani, en Italie, en Sicile. Alors comment est-ce qu'une tempête a pu emmener toute une flotte? On se pose des questions. Et quand on recoupe les sources espagnoles, on voit qu'il y a eu 2 croisades. L'une qui est partie de France, j'ai oublié le nom, excusez-moi, et l'autre est partie de Barcelone. Donc 2 croisades partent en même temps, et puis elles se retrouvent quelque part en Tunisie. Et bon, l'affaire se termine, et donc les croisades de Saint-Louis se passent en 1269. Et savez-vous qu'en 1278, il y a un litige financier entre Tunis et la Castille. Les Castillans, donc l'Aragon, les Espagnols, parce qu'il y avait les Espagnes avant, il n'y avait pas une seule Espagne, et donc il y a un litige financier. Et les Espagnols réclament des sous. Et les Tunisiens, toujours entre guillemets, parce qu'on n'est pas Tunisiens, mais le roi de Tunis à l'époque, il dit, mais je vous ai payé, je vous ai donné des chevaux noirs, je vous ai donné des chevaux blancs, je vous ai donné tout ce qu'il fallait. Il dit, oh non, ça c'était des cadeaux, nous on a participé, donc il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé. Il y a probablement une bataille, une guerre, qui a découragé les Francs de quitter Tunis parce qu'il y avait l'enjeu du détroit de Sicile. Donc vous voyez, cette histoire de Saint-Louis sortait un peu de l'histoire de France, qui est sympathique, et revoyez un peu d'autres sources, et alors on a une toute autre lecture. Et j'ai fait d'énormes découvertes dans ce travail d'histoire qui est passionnant. Je dois vous dire une chose, c'est que je ne suis pas historien. Donc je ne suis pas historien, je suis économiste, politologue, urbaniste, ce que vous voulez. L'histoire, c'est uniquement une passion, un intérêt, et j'en ai eu besoin quelque part, comme vous dites, comme l'a très bien dit Sylvie, pourquoi cet intérêt pour l'histoire? Mais moi, je l'ai eu pour la Tunisie. Comment ça se fait que la Tunisie ne connaît pas son histoire? Connaître l'histoire, c'est être beaucoup plus tolérant. C'est une leçon à la tolérance. Et c'est fondamental. Et c'est vrai que nous autres, en Tunisie, nous n'avons pas d'études, et depuis Bourguiba, même Bourguiba avait beau être très éclairé, l'histoire n'a pas été un investissement de l'État, une recherche. Et donc c'est un comble, c'est une frustration, c'est un devoir nationaliste, je ne sais pas comment appeler ça. En tout cas, j'ai eu le besoin de le faire, et donc j'ai fait ce travail d'histoire. Alors, j'ai commencé d'abord par les anecdotes, j'en ai tout plein dans l'histoire, parce qu'on fait des découvertes énormes. Je vais vous en donner une avant de tourner cette page. Par exemple, on vous parle en France de la croisade des Albigeois. Alors, on vous parle de la croisade des Albigeois. Mais il faut être tunisien, linguiste tunisien, pour comprendre ce que veut dire Albigeois. Albigeois, c'est joli. La croisade des Albigeois, vous connaissez, c'est dans le sud de la France. C'était des gens qui refusaient le pape, qui refusaient de faire la croix, qui ont été grillés, qui ont été brûlés, qui ont été martyrisés. Et alors, c'est la 9e croisade contre ces hérétiques. Mais qui sont-ils, les Albigeois? Il faut le prononcer en arabe pour comprendre. Les Albigeois, c'est les Bjawa. C'est les gens de Béjaïa. Béjaïa, c'est Bougie en Algérie et une partie de Béja en Tunisie. Donc, c'est le peuple des Béjawa qui sont des ruraux, qui sont des montagnards, qui sont des bergers. Et tout leur mode de vie correspond à ça. Et en fait, les Albigeois sont les derniers musulmans de France. On retrouve dans leur rite des choses islamiques. Et eux se disent chrétiens. Donc ils se disent chrétiens appartenant au livre, mais ils refusent le pape. Et ils se disent gentilshommes. Nous sommes les gentilshommes. Nous sommes les gens de bien. Mais ça correspond à l'islam, parce que l'islam, son aboutissement, c'est être bien. L'objectif de l'islam, les gens l'ont perdu, mais le but, c'est islam, c'est le côté paix, paix intérieure, paix extérieure, être mieux dans soi-même. Et c'est une philosophie, quand on connaît un peu la religion musulmane, ne pas la lire selon le dogme que l'on veut nous imposer d'un rite, mais la lire d'un point de vue philosophique. Il y a un objectif. Il y a dans l'islam une racine asiatique. Vous savez que si vous avez voyagé en Asie, vous allez voir combien les Asiatiques prient beaucoup. Mais prier, c'est lié à la prière du musulman. C'est la même racine. Seulement, pour les Asiatiques, il faut suivre Bouddha. Et pour les musulmans, il ne faut pas suivre Bouddha. Donc, et c'est indiqué dans le Coran, par exemple. Ces mots sont indiqués. La ta'boudou, c'est-à-dire ne suivez pas les idoles, ne suivez pas. Vous suivez quoi alors? En fait, vous suivez la paix.
comme l'asiatique suit le nirvana, c'est-à-dire le bien-être, on doit aboutir à être bien, il faut imiter Bouddha pour être bien, le musulman, il doit aboutir à la paix intérieure, qui a des recettes dans sa prière, dans sa contemplation, dans ses rites, etc. Ce n'est pas le sujet de ce soir, je m'excuse, mais je vous dis, je pars comme ça. Le sujet, c'était histoire de Djerba, et donc connaître l'histoire de Djerba. Alors j'ai découvert quelque chose, j'ai découvert que le premier nom de l'île de Djerba était Fila. L'île, le premier nom de Djerba était Fila. Et donc l'information nous vient d'Hérodote, il nous parle des filas de Delphes. Les filas de Delphes. Donc, les filas de Delphes. Vous savez qu'il y a de nombreuses cités qui portent le nom de Philadelphie. Et donc, c'est quoi Delphes? C'est l'oracle. L'oracle de Delphes, Socrate, qui a dit de Socrate qu'il était l'homme le plus sage. Alors, vous connaissez, je vais faire un peu de philosophie. L'oracle de Delphes dit que Socrate est le plus sage des hommes. Alors, le plus sage des hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il cherche à comprendre, il cherche à apprendre, et il se dit, je vais finir par devenir le plus savant. Mais plus il cherche, et moins il comprend. Alors, il arrive à une certitude, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. J'ai beau chercher, et c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse de ne pas savoir, c'est-à-dire la question de douter. Et c'est un fondement des sciences humaines. Et Socrate devient le martyr de la philosophie, parce que Socrate a été condamné à boire la ciguë, c'est-à-dire condamné à mourir. Mais en quoi ce vieillard était-il dangereux pour la cité? Pourquoi ce vieillard a-t-il été condamné à boire la ciguë? Alors, dans un autre livre qui s'appelle La politique et la science, là, j'ai fait contre-enquête sur la mort de Socrate. Contre-enquête, c'est-à-dire, pourquoi ce vieillard était-il dangereux? En fait, nous avons là le récit de Platon. Platon nous dit, Socrate est le plus sage des hommes parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Mais pourquoi les politiciens l'ont-ils condamné à mort? Mais parce qu'il devenait un danger. Parce que c'était un politique. Parce que Socrate est un révolutionnaire quelque part. Il veut changer les lois et il veut agiter la jeunesse. Donc ce sont des clés très dangereuses pour Athènes à l'époque, pour la démocratie athénienne. Et donc Socrate est condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'il est l'anti-politique. Le politique, c'est celui qui sait tout. Il comprend vite. Ne parlez pas des heures, il connaît la pauvreté, il connaît la richesse, il connaît les industries, il connaît l'urbanisme, il connaît tout et il décide, parce qu'il est là pour décider. Donc il ne faut pas lui parler des heures pour l'expliquer un état de pauvreté, dès qu'il voit, il a compris. Donc la notion du politique, c'est je sais tout parce que je décide. Et là, nous avons quelqu'un qui ne sait rien et qui veut décider. Je ne fais pas de nuance à personne, mais enfin, on est là. Donc vous voyez que Socrate est le philosophe, mais la philosophie pousse à la réflexion, mais le politique pousse à l'action. Et donc l'action, je ne perds pas mon temps, je comprends tous les éléments, toutes les facettes d'une problématique sociale pour décider du bien-être social. Et donc vous voyez que Socrate est lié quelque part à Djerba. Pourquoi est-ce que je fais le lien de Socrate avec Djerba? Parce que c'est le modèle des ecclésias. Le modèle des ecclésias, c'est le système de communauté, le système de la communauté. Et le système de la communauté, encore vous allez trouver des proximités avec ce qu'on appelle en tunisien Nidam l'Ahzab. Djerba est un système de communauté. À Djerba, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de capitale, il y a des fermes, des manoirs, des houèches. On les appelle différemment. C'est un pouvoir de famille. Et toute la famille est organisée autour du manoir djerbien. Pour l'eau, pour la sécurité, pour l'éducation, pour le stockage. Le commerce, il est itinérant. D'abord dans l'île. C'est pas vous qui allez chez le marchand, c'est le marchand qui vient chez vous. Donc c'était itinérant.
Et de cette itinérance s'est développé le commerce extérieur avec autour de l'Afrique du Nord, de l'Égypte, jusqu'en Turquie, à la Sicile, etc. Tout le bassin méditerranéen. Donc il y a le système des ecclésias, donc les ecclésias sont les systèmes de communauté, existent à Djerba. Pendant longtemps, on a été dirigé par ce qu'on appelait Nidam al-Azaba, qui a une origine grecque. Quand je dis grec, ce n'est pas le pays de Grèce, c'est le pays de la culture grecque. Parce que la Méditerranée était grecque. Et les linguistes tunisiens sont capables de retrouver les mots de l'ancien grec dans le dialecte tunisien. Donc il y en a beaucoup. Et toute l'élite nord-africaine, ifriqienne, parlait grec il y a 200, 300 ans avant Jésus-Christ. Donc c'était la culture dominante. Et il est faux de dire, parce qu'il y a des nationalistes un peu qui essayent de faire valoir la culture berbère, en disant nous avons la Grèce, la culture grecque d'un côté et la culture berbère de l'autre. Non, les berbères, dès qu'ils allaient à l'élite, ils portaient la culture grecque. Donc ils parlaient grec. Hannibal, par exemple, dans ses traités de texte, etc., parlait grec. Donc dès qu'on arrive à l'élite, on utilise le grec ancien. Et donc il y a ce système de communauté que l'on retrouve à Djerba, qui a survécu pendant longtemps. C'est un système, il n'y a pas de roi, c'est un système quasi communiste. On a un système de manoir, le houch, et tout le monde fait pareil. Et tout le monde s'habille pareil. Et tout le monde a le même gestuel. Et donc il n'y a que les Djerbiens qui me comprennent quand je dis ça. À la vue d'œil, ils savent vous dire, vous êtes Djerbien, vous n'êtes pas Djerbien. Vous savez, ce sont des attitudes, etc., des comportements, une façon de se comporter. C'est un système quasi communiste et on imite. Et on a ce qu'on appelle le Azabi, qui est un peu le savant. C'est là où je voulais en vous dire. Quand je vous ai parlé de Socrate, je voulais parler de celui qui gouverne. Alors qui doit gouverner? Donc c'est le plus sage. Et donc on dit que Socrate est le plus sage. Mais attends, mon gars, tu veux gouverner alors que tu sais rien? Donc c'est pas ça. Donc tu es le plus, tu n'es pas apte à gouverner. Donc la sagesse, eh bien nous avons dans le système djerbien le système des azab. Les azab, ce sont des savants, ce sont des sages. Ils vont dans les 380 mosquées de Djerba, et dans chaque mosquée était spécialisée dans une connaissance, dans un savoir. Il y en avait qui avaient la connaissance de l'argent, d'autres étaient dans le social, d'autres étaient dans la psychiatrie, d'autres étaient dans la relation humaine. Chaque mosquée portait un savoir, d'autres étaient dans la construction. Et ce que vous disiez, le Azabi, vous le faites. Donc c'est une population très disciplinée. Et nous avons un schéma, le schéma du manoir, le schéma agricole, ça fonctionne comme ça, et on ne change pas d'une pointe. Quand le Azabi vous dit de faire comme ça, vous devez lui obéir. Alors le mot Azabi vient d'où? Azabi en arabe veut dire célibat. Alors qu'est-ce que ça signifie? En fait, le célibat, il se détache de l'intérêt personnel. Donc le premier pas de la science, c'est se détacher de son intérêt personnel. Donc il est Azabi pas pour son intérêt. Il est là parce que c'est l'intérêt de la communauté, de tout le monde. Donc quand il vous donne une parole, il n'a pas un intérêt à lui personnel, mais il est là, dans le modèle, comment ça fonctionne, au niveau de la construction, au niveau de la ruralité, etc., etc., etc. Et pendant longtemps, ce système a tenu, etc. Donc vous voyez, Djerba a des vieilles racines grecques, et le système de l'Ecclésia a fondu dans le système des Nidam al-Azaba. Et on ne sait pas comment il fonctionne. Et ce Nidam al-Azaba a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Abi Meswar, un auteur du Xe siècle, et lui a théorisé ce modèle. Alors, Abi Meswar, c'est l'équivalent d'un scientifique de la politique. Parce qu'on réfléchit sur la démocratie, on réfléchit sur des tas de choses, mais celui-là, il a décrit un autre système politique basé sur la communauté. Et donc, Abi Meswar est un individu. On connaît son nom ici à Djerba, bien sûr, mais les mosquées datent du Xe siècle, et son savoir, il s'est réfugié, et tout son travail a été repris par Ben Osman, Ben Ammar, et donc des récits du 9e et 10e siècle, du 10e, 11e siècle. Alors, donc nous avons l'ancienne Djerba,
qui porte le nom de Fila. Et donc, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, autre chose par rapport à la culture grecque, la fameuse toison d'or. Là encore, les Tunisiens ne savent pas ce que c'est que la toison d'or. Quand on est de culture française, on a entendu parler de la toison d'or. C'est la culture grecque. Mais même américaine, ils parlent de la culture de la toison d'or. Italienne, ils parlent de la toison d'or. Parce que la culture grecque est un peu l'héritage humain. Et Ajma, la toison d'or, c'est ici. La toison d'or, c'est le golfe de Bourrara. C'est en Afrique du Nord. C'est quoi cette histoire de toison d'or? Jason, qui est le cousin d'Ulysse, dit « J'ai trouvé la toison d'or ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « J'ai trouvé l'immortalité ». L'immortalité, c'est pas pour lui. L'immortalité, c'est là où la nature ne meurt jamais. Il y a des poissons, il y a des oiseaux, il y a une vie. Donc la nature ne meurt jamais. C'est ça, la toison d'or. Et Jason arrive dans sa barque, il s'engage dans ce golfe, dans la mer de Triton, qu'on appelait la mer de Triton, et il est à marée basse, non, il est à marée haute, et puis la marée s'en va, et il se trouve envahi par des poissons. Donc vous voyez cette scène où des poissons dans sa barque, et il se dit, j'ai trouvé la toison d'or, donc ça c'est le mythe qui nous reste. Et ensuite, quand la marée haute revient, tous les poissons se libèrent et vont où? Dans toute la Méditerranée. Donc ce golfe de Bourrara, c'est un nid. C'est un nid de poissons, un nid d'oiseaux, un nid de vie. Alors regardez, aujourd'hui, vous allez pleurer parce que le gouvernement nous a mis un pont, il y a des pêcheurs à chaque embouchure, donc il n'y a plus la circulation des eaux, et après on se dit il n'y a plus de poissons à Djerba, mais Djerba était appelée l'île des poissons. Elle a eu d'innombrables noms, Djerba, et dont celui de la diversité des poissons. C'était une extrême richesse. Et bien sûr, il faut savoir que le golfe de Bourrara est un nid, est un lieu de reproduction. Et donc, il doit être préservé. Il aurait dû être préservé. Et cette fameuse qantra qu'on est en train de construire, je ne sais pas si vous avez vu... la chaussée romaine. Oui, c'est ce qu'on appelle la chaussée romaine. Ce n'est pas ce gouvernement, ni les derniers, c'est les Romains qui l'ont construit. Oui. C'est les Français qui l'ont appelée chaussée romaine, mais je vous montrerai qu'elle a été construite par les Hafsides. Par les Hafsides, on l'appelle romaine parce que, au moment du protectorat, on lui a donné ce nom. Peut-être qu'elle existait, je n'en sais rien, mais je sais que sous la dynastie Hafside, on a voulu rejoindre l'île, et donc on a construit ce pont. Et qu'ont fait les Djerbiens? Ils ont détruit ce pont. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient préserver leur indépendance. Parce qu'avec le pont, les cavaliers venaient, ils venaient pourquoi? Ils venaient pour les impôts. Et Djerba, à ce moment-là du XIVe siècle, donc avant la fin de la dynastie Hafside, vivait une guerre civile entre Nokkarites et Wahhabites. On a eu, je dois vous parler de l'héritage rustémide de l'île de Djerba. Et donc on a eu une guerre civile ici, et les Nokkarites qui sont de notre côté vers Midoun, en allant vers le pont, ils ont été, les hommes partaient, les hommes sont morts, il n'y avait plus d'hommes. Donc on vivait dans une guerre civile, et les Djerbiens ont cassé le pont parce qu'ils craignaient le pouvoir hafside qui venait prendre des impôts. Et autre anecdote que j'en profite, je vous la raconte. À Djerba, le calendrier, c'est une culture orale, Djerba. Ça aussi, c'est un drame pour nous, c'est qu'on n'a pas réceptionné toute la connaissance historique qui se transmettait. On a ce côté africain aussi, se transmettait de père en fils. Toute la connaissance se transmet de père en fils. Nous avions au niveau de la mosquée quelqu'un qui porte l'héritage culturel. Et donc ça s'est perdu. Et en histoire de Djerba, le calendrier parle avec l'année. L'année où on a mangé de l'âne. L'année où le chameau est mort. J'en sais rien pourquoi il est mort. L'année de l'enfant. L'année de l'enfant, c'est l'année 1406. C'est quoi cette année de l'enfant? Eh bien, c'est ce que je vous ai raconté, cette fameuse guerre civile qu'on a eue entre Nokkarites et Wahhabites, et en plus, on subissait la pression du gouvernement hafside, des raids, etc. Et donc, il n'y avait plus d'hommes. Du côté des Nokkarites, Nakara, il n'y avait plus d'hommes. Et donc, à ce moment-là, on a fait appel aux rois de Tunis, qui sont venus,
Et c'était, je ne sais plus, peut-être que je me trompe, c'est le roi de Tunis ou de Tripoli, je m'excuse, je dois revérifier. Et en fait, que dit-il? Il dit, il faut, le mot poli, comme on dit, s'accoupler avec toutes les femmes. Avec toutes les femmes, il faut s'accoupler. Parce qu'on n'a plus d'enfants, il faut prendre toutes les femmes pour redonner une nouvelle démographie. Donc on appelait ça l'année de l'enfant, mais c'est une année terrible, parce que c'est l'année du viol en fait. C'est tous les soldats qui se permettaient, parce qu'il n'y avait plus d'hommes à Djerba, et donc c'est toute une vague qu'il y a eu. Ah oui, les Hafsides vont venir après, c'était les Tripolitains, etc. Bon, c'est un épisode intéressant, on découvre des choses en histoire. Je crois qu'on a un champ ouvert, et mon but, vous savez, les historiens, je vous ai dit au début que je n'étais pas historien, parce qu'un historien, il est spécialisé sur une époque médiévale, la Première Guerre mondiale, vous voyez. Moi, j'ai traversé toute l'histoire. Donc, vous voyez, donc je touche à des choses, mais je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je souhaiterais en tout cas ouvrir la curiosité et l'intérêt pour que d'autres gens puissent approfondir les recherches d'une histoire de Tunisie délicieuse. Vraiment, cette histoire de Tunisie est délicieuse. Il y a des choses à raconter assez extraordinaires. Alors, je reviens au nom de l'île de Djerba. Je vous ai parlé de Fila. Il y a eu plusieurs noms. Et l'un de ses premiers noms, c'était aussi Méninx. Et donc, Méninx, on trouve des traces de Méninx dans des gravures à Rome, où on parle de Méninx. On vous parle du vin de Méninx. Alors, Méninx, c'était du côté de Qantara. Il y a une petite cité sur la mer. Il y a des nécropoles extraordinaires qui sont complètement méconnues. Celles des Baléares sont protégées, patrimoine de l'humanité. Les nôtres, il y a de la bière, il y a de la saleté, et elles sont méconnues. Et c'est bien qu'elles soient méconnues, parce qu'au moins, il n'y a pas de visiteurs. Mais il y a des gens qui les connaissent et qui vont. Il y a des nécropoles puniques assez extraordinaires. Je les ai filmées, en tout cas, je peux vous donner le lien, si vous voulez les voir en vidéo. Et donc, Méninx était une ville prospère, pendant longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était prospère de quoi? Méninx était prospère du murex. C'est quoi le murex? Le murex, oui, c'est un coquillage. Et quand on le casse, il vous donne une couleur bordeaux. Et cette bordeaux, c'était une teinture dont raffolaient les nobles romains. Porter la teinture bordeaux, c'était le titre de noblesse, le bordeaux et l'argent, la couleur argentée. La couleur argentée est un secret qu'on a dévoilé qu'au XIXe siècle et qu'on pratiquait ici à Djerba à partir de l'ouzaf. Ces petits poissons, je ne sais pas quelle était la technique, mais on arrivait à dégager une couleur argentée. Et donc ce qui faisait la prospérité de Méninx, c'était le murex pour la couleur bordeaux, l'argenté, la couleur argentée, et aussi le vin. On vous parle de Rome, on vous parle du vin de Méninx. On vous dit le vin de Méninx est arrivé, c'est comme le nouveau Beaujolais est arrivé. C'est-à-dire, on était plus chaud chez nous ici, et donc les premiers vins étaient plus présents. Et donc ils allaient vers Rome, et donc avec le déclin de l'Empire romain, bien sûr Méninx a disparu. Elle n'a pas disparu, elle a décliné, et elle va finir par disparaître au début de l'ère islamique, c'est-à-dire sous les Omeyyades. Les Omeyyades lancent leurs premières expéditions en 643 sur Soufoutella, et à partir le gouverneur de Tripoli, qui est donc un Omeyyade, vient à Djerba en 663-665, et il parle d'un Sha'b Mousselm. Alors Mousselm, ça a été traduit par peuple musulman. Et en fait, c'est une erreur, oui. Mousselm, ça fait parce que, bon, les Omeyyades, là encore, j'ai découvert des choses. Vous savez que le récit historique des Omeyyades nous est rapporté par les Abbassides. Les Abbassides qui détestaient les Omeyyades. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont déterré les morts, ils ont brûlé pour une deuxième sépulture. Je veux dire, les Abbassides haïssaient les Omeyyades. Et en fait, toute cette époque omeyyade de l'histoire musulmane nous est rapportée par les Abbassides. Donc, vous voyez, 300 ans après.
Donc c'est intéressant d'approfondir l'étude. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas osé. Il y a, bon, peut-être, parce qu'on remettait en cause des vérités sacrées. Et là, il y a des choses à étudier d'un point de vue histoire. Donc, les Omeyyades arrivent à Méninx, et on vous parle de peuples, on peut parler des Kharijites. Ceux qui lisent le français lisent souvent que les Nord-Africains étaient des Kharijites, des Kharijites. En arabe, c'est Khawarij. Et Khawarij, ça veut dire quoi? Alors, il y a une histoire officielle de Tunisie qui aime rapporter les Khawarij de Djerba à la première scission de l'islam. Vous savez que quand le premier islam, il y a eu un conflit au niveau du quatrième calife. On n'acceptait pas la succession du quatrième calife. Et les troupes étaient au bord de la guerre entre les troupes de Ali et les troupes de Muawiyah. Donc, à la fameuse bataille de Siffin en 657, ils étaient prêts de se battre. Et puis, finalement, ils suspendent leur bataille pour 8 mois. Ils disent, on va faire un arbitrage pour éviter le confrontement entre musulmans, on ne va pas se battre, on va faire une pause de 8 mois et on va essayer de voir ce que l'on fait. Mais seulement, il y a un groupement de militaires qui dit, non, on se bat tout de suite ou on s'en va. On ne va pas attendre 8 mois. Et alors Ali, de son vivant, les a traités de Khawarij. Ça veut dire les sortants. Ça veut dire vous me lâchez. Ça veut dire je suis au moment du combat, vous me lâchez, vous me quittez, non. Et les troupes de Ali ont massacré les Khawarij, les 10 Khawarij, qui portaient 3 drapeaux. Drapeau bleu, drapeau jaune et drapeau blanc. C'est pour ça qu'on les appelle Abadiya, Soufara et Zakaria. Ils avaient 3 couleurs. Alors, les bleus ont été complètement exterminés. Ils ont fui vers Bagdad. Ils ont été tués complètement. Les jaunes sont éparses, un peu. Ils ont survécu un peu en Perse. Et les Abadiya, les blancs, eux, se sont réfugiés à Oman, en Tanzanie, et seraient venus en Afrique par le Soudan, et seraient à Djerba. Et en Algérie, les Mozabites. Donc c'est une belle histoire que l'on raconte. Bon, on veut bien y croire quand on adhère. Mais alors, quand le gouverneur de Tripoli arrive à Djerba, il dit, je trouve des musulmans Khawarij. Comme s'ils étaient originaires de la première scission de l'islam. En fait, la vérité, moi je pense que Khawarij, ça veut dire païen. Parce que c'est Khawarij en dehors de la religion musulmane. Parce que l'Afrique du Nord, ça aussi c'est un sujet fabuleux, la Tunisie a une culture multi-religieuse incroyable. C'est une tradition polythéiste où les dieux des ennemis sont acceptés. Il y a des monothéismes, il y a des polythéismes, il y a les premiers christianismes en Afrique du Nord, et tout un savoir. Une anecdote encore, les Tunisiens le comprennent. Y a-t-il un pays au monde où on insulte autant facilement les dieux que la Tunisie? Ben non, il n'y a que la Tunisie, parce que la Tunisie a cette racine polythéiste, elle ne s'en rend pas compte. Mais on insulte très facilement le dieu de ta mère, le dieu de ton père, parce que nous avons cet héritage polythéiste. Et lorsque nous avons eu les conquérants, par exemple le fameux Qusayla, qui n'est autre que Césarion. Qais, ça veut dire César, et Qusayla, c'est Césarion, le régnant. Et quand il règne sur Takirouan, lorsque les musulmans arrivent, ils apportent leur dieu, mais il leur dit, bienvenue, si votre dieu est bon, eh bien, il est sûrement bon pour nous. Donc on l'introduit dans la ville de Kérouan, qui était polythéiste. Seulement, ce dieu, il est monothéiste, il est unique. Et donc, à partir d'un moment, ça va plus, ça. Et donc, il va y avoir des guerres. Et Qusayla va se battre contre Orba ibn Nafa. Et il va finir par avoir sa peau. Mais le récit tunisien, il ne met pas en valeur Qusayla, il met en valeur Orba ibn Nafa. Vous voyez, le fondateur de Kérouan, de l'islam, etc. Or que Qusayla, c'est le défendeur berbère.
Et donc, vous voyez, là encore, notre histoire, elle est trafiquée, elle n'est pas étudiée, je veux dire. Et on va vous dire que parce qu'on le dit en français, les Kharégites, mais c'est une secte abominable. Attendez, les Kharégites, les Khawarij, ce sont les païens nord-africains. Donc, eux seraient abominables parce qu'ils défendent leur pays. Et le récit officiel vous enseigne ça. C'est-à-dire que nous autres sommes les descendants des Berbères, mais nous adhérons à l'idéologie, c'est-à-dire que de l'islam conquérant, etc. Donc, vous voyez, l'histoire est faussée quelque part, et voilà, donc il y a des tas de trucs très, très intéressants. Alors, Méninx décline. D'abord, il y a la fin de l'Empire romain, bien sûr. L'Empire byzantin n'est pas à la hauteur, il est trop désorganisé, il n'arrive pas à contrôler les régions. Et Méninx décline pourquoi? Méninx décline parce que, d'abord, c'est la principale cité de la ville, mais elle est située près du continent. Donc elle est visible. Donc quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez Méninx. Donc vous êtes encouragé à traverser le détroit, à traverser la mer pour aller dans cette cité, la conquérir ou la piller. Parce que Djerba, c'est quoi cette toison d'or? Cette toison d'or, c'est un milieu riche, encerclé par la mer et le désert. Donc on est complètement isolé. Et quand les troupes arrivent de l'autre continent et qu'ils voient Méninx, c'est facile d'accéder. Donc Méninx devient menacé. Et Méninx va disparaître. À la place, va prendre son autre place, la République casse de Géribus, ou de Girbi, qui était l'actuel Hamtsouk, et qui va donner son nom, plus tard, à l'île de Girbi, Girba, Gerba, Djerba, donc tous ces noms autour de... Et donc, une des explications de la chute de Méninx, bien sûr qu'il y a le déclin des cités antiques. Toutes les cités antiques sont dans le déclin avec le déclin de l'Empire romain, du système romain, ne serait-ce que Soufoutéla. Soufoutéla qui est Sbeit, là, en arabe. Soufoutéla était une ville magnifique. C'était la nouvelle Rome. Nous avions le souverain qui s'est disputé avec Carthage, avec son cousin, et il se dit, moi, je vais créer ma capitale d'Afrique, ce n'est plus Carthage, ça va être Soufoutéla. Et Soufoutéla est magnifique. Tout est construit avec du neuf pour l'époque. Seulement, il n'y a pas de rempart. Pourquoi? Parce que dans l'Empire romain, les frontières sont à l'extérieur. Donc la sécurité est à l'intérieur de l'Empire, mais la cité, et donc cette cité magnifique, va subir les raids des conquérants omeyyades, et elle va succomber, malgré le nombre, etc., parce que militairement, elle n'était pas bien défendue. Et nous avons tout un récit historique des Sabines nord-africaines, puisque la fille du souverain, je m'excuse, j'ai oublié son nom, la fille du souverain va être enlevée par le prince arabe de Damas, et elle va finir par l'épouser. Mais bon, ça c'est le récit de l'histoire arabe. Il a toujours l'art d'embellir la conclusion qui fait que les vaincus finissent par adhérer à l'idéologie du vainqueur. Et ça, on le verra, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est un classique, on le voit très très souvent. On voit très souvent cette chose. Alors, donc le déclin des cités antiques, c'est vrai, pour Soufoutéla, pour de nombreuses cités, et Méninx aussi, surtout parce qu'elle était visible, et elle a complètement disparu. Et tout ce lieu de l'Qantara est un no man's land. Pendant longtemps, c'est un no man's land. Pourquoi? Pour une question de sécurité. C'est un lieu de bataille. Donc les Djerbiens ont une île, ils se préservent par la discrétion, pour ne pas être vus. Ils regardent, ils observent, ils harcèlent, mais ils jouent sur les matières vitales, c'est-à-dire l'eau, la sécurité, le souterrain, ils se cachent, les mosquées sont souterraines, les stocks sont souterrains, c'est-à-dire que quand les envahisseurs arrivent, ils ne trouvent rien. Il n'y a pas de roi à renverser, il n'y a pas de pouvoir à prendre, tout est caché, il n'y a pas d'eau, il y a la maladie, il y a la malédiction, ça aussi ça fait partie du récit djerbien, c'était des sortes de défenses locales, et donc les envahisseurs ne restent pas, ils ne trouvent pas pour survivre. Et donc tout ce côté vers El Qantara, c'est un lieu d'observation. Lorsque les envahisseurs viennent, on les observe, on les harcèle, on évite le combat,
on essaie de les décourager, et il y a des réserves même dans l'eau, même des lieux de navigation, c'est-à-dire pour ne pas être suivi, il y a des rochers sur mer dans lesquels il y a des approvisionnements, c'est-à-dire que les bateaux vont et reviennent très rapidement. Donc il y a toute une technique locale de défense qui est basée sur la discrétion, la verdure, les manoirs sont cachés, vous ne voyez pas les habitations. Et pendant longtemps, vous voyez, ceux qui connaissent Djerba il y a longtemps, c'est tout des tables, il y a des chemins. Vous ne rentrez pas facilement chez l'habitant. Vous passez par de nombreuses haies végétales. Et donc vous êtes là, vous êtes inquiet parce que c'est piquant, il y a des loups, il y a des bruits, vous n'êtes pas en sécurité, vous voyez. Et vous ne pénétrez pas facilement le foyer djerbien. Il y a des zones d'agriculture, parce que les Djerbiens, là où ils peuvent, ils plantent un olivier. Ça, c'est une tradition, parce que c'est une île pauvre à la base. Donc, dans n'importe quel lieu, je plante un arbre, je sais que les moments de disette, je peux trouver un peu de lit, un peu de nourriture, etc. Donc, c'est une population très économe. Et à côté de ça, vous avez le réseau de l'habitat, qui est complètement fermé, comme un nid d'abeilles. Des petites cellules identiques. C'est le houch djerbien, l'un à côté de l'autre, reliés par des sentiers de tabia, de jeddah, avec des puits collectifs, des mosquées. Les mosquées ont un rôle très important. On vous dit que les Djerbiens sont très religieux. En fait, c'est lié à un intérêt social. Dans la mosquée, vous aviez l'information, l'éducation, la surveillance. Donc, il y a un rôle social très important. Et donc, si vous voyez, par exemple, dans les autres pays, vous avez une gigantesque mosquée qui appelle à la prière. Pas à Djerba. À Djerba, c'était mosquée de quartier. Donc c'est discret, c'est caché, et c'est là, il y a toujours quelqu'un. À l'aube, il y a les ouvriers qui passent. Le matin, il y a les enfants qui apprennent. L'après-midi, il y a la surveillance. Là, en fin d'après-midi, il y a encore les vieux. Et donc c'est un lieu de surveillance. On voit qui vient, qui ne vient pas, qui passe, qui ne passe pas. Et donc c'est un réseau communautaire. On sait qui est qui va vers qui, etc. Et donc c'est un système. Donc quand on parlait quand des défendeurs parlaient de défendre le patrimoine djerbien devant l'UNESCO, oui, mais ils passent à côté de la réalité quand ils ne savent pas l'héritage originel de la socio-économie de Djerba. Parce que c'est une île et que les frontières sont naturelles et que donc de ce fait-là, toutes les îles, vous remarquez, elles ont un système parce qu'elles sont isolées. Et Djerba a développé le système des ecclésias, Nidam l'Azab, un système de communauté, un système de sagesse. Et les sages, les Azabi, s'habillaient en blanc. Mais vous croirez voir une scène de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, au Sénat, ceux qui dirigent sont habillés en blanc. Et pareil à Djerba, dès que vous accédez à un savoir, vous mettez le blanc. Et vous êtes reconnus, vous voyez, donc le gris pour la population, le blanc, etc. Voilà. Donc l'époque... alors, Djerba va être dans l'époque rustémide. Alors l'époque rustémide suit... je ne sais pas je n'ai pas l'heure, quelle heure il est, parce que nous sommes tenus... 6h moins quart. 7h moins quart. Non, 6h moins quart, oui. Parce que je dois un peu vous donner la parole aussi. Et à 6h30, on doit quitter parce que c'est un restaurant. Il y a la clientèle qui vient. Voilà, d'accord. Alors, je vous parle de l'époque rustémide. L'époque rustémide, c'est quoi l'époque rustémide? C'est celle qui suit Abdelrahman ibn Rustum. Alors, qui c'est ce gars-là? Ce gars-là... non, je crois que c'est Abdelrahman. Abdelwahab, c'est l'Hafsi, Abdelwahab l'Hafsi. Non, son fils s'appelait Abdelwahab, mais lui c'est Abdelrahman. Oui, son fils s'appelait Abdelwahab, mais lui s'appelait Abdelrahman ibn Rustum. Alors, qui est ce Abdelrahman ibn Rustum? En fait, c'est un Perse. Il vient de l'actuel Iran. Et il est venu à une époque de promotion de l'islam, de propagation de l'islam. Donc, vous savez que dans l'islam, il y a eu plusieurs tendances. Les chiites ismaéliens, les moawites, les abbassides, et tous se revendiquent, les fatimides, tous se revendiquent d'une descendance du prophète, et tous voudraient porter leur message, et ils se sont battus entre eux d'une manière féroce, parce que c'était plusieurs empires. Et Abdelrahman ibn Rustum, c'est le Perse. Donc le Perse qui a voulu développer,
on ne le dit pas, mais je pense qu'il a été envoyé en éclaireur pour lancer une attaque sur l'Afrique du Nord, convertir l'Afrique du Nord sur la religion de ces gens. Seulement, il est venu en Ifriqiya, il a épousé une Nord-Africaine et il a transformé sa religion, il est devenu ibadite. Donc il a renoncé à la religion qu'il voulait porter et il a pris la religion des Nord-Africains, qui était la première religion des Abadiyas, les ibadites. Et donc, il va régner il va être défait à Kérouan, et donc il va régner sur tout le désert. Il va y faire un domaine saharien. Et il va être élu émir. L'émir de la communauté. Alors, c'est une leçon d'histoire. C'est une leçon d'histoire, parce que nous sommes en 750, donc nous sommes au 8e siècle. La communauté choisit quelqu'un en dehors de la communauté pour être dirigé. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'actualité, si vous n'êtes pas originaire de ceci ou de cela, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections, on va vous suspecter, etc. Dans la Tunisie moderne. Eh bien, en 750, après Jésus-Christ, la communauté décide de choisir quelqu'un qui est en dehors de la communauté. Et pourquoi? Parce qu'il est neutre, parce qu'il est en dehors des tribus. Donc il faut nommer quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel, et donc il a un intérêt neutre, et donc il est élu donc le calife, enfin le calife, l'émir, il est élu émir, et il crée une république décentralisée, avec des questions de sécurité, et les Djerbiens adhèrent à cet État rustémide, à cette république rustémide, parce que l'indépendance est préservée, parce que Djerba est un jardin, et on se dit peut-être que le mot Djerba vient du mot jardin, parce que c'est l'île des jardins, donc c'est un lieu de production, et donc c'est un lieu d'exportation. On exporte le sucre, on exporte le zef, on exporte tout ce qui est stockable, la laine, tout ce qui est produit à partir de Djerba, et on allait vers le marché de Taert, en actuelle Algérie, près de Tlemcen. Et donc c'est un État qui se préoccupe de décentralisation, de sécurité sur les routes, donc dans le désert, vous vous rendez compte. Assurer la sécurité des commerçants, parce que les commerçants, c'est la prospérité de l'Empire. Et donc, vous voyez, des idées extrêmement avancées. Alors, madame m'a parlé de Abdel Wahab. Effectivement, le fils de Abdelrahman ibn Rustam s'appelle Abdel Wahab. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Ibn Rustam meurt? Qui sera son successeur? Alors on dit Abdel Wahab sera son successeur. Et alors les Nokarites, les Nokarites disent ah non. Ah non, il ne peut pas lui succéder. S'il lui succède, il doit adhérer à l'équivalent d'une constitution. Vous vous rendez compte, on est au 8e siècle, en Afrique du Nord. Il doit adhérer, j'ai pas le mot, je m'excuse, j'ai pas le mot, mais il dit qu'il doit adhérer à un texte précis. C'est l'équivalent d'une constitution. On n'a pas d'inconvénient à ce qu'il devienne émir, mais il doit obéir à une constitution. Eh mais non, c'est le fils de l'émir, on lui fait confiance, et Abdel Wahab va être déchiqueté. Et donc il y aura une guerre civile entre Nokarites et Wahhabites, et le même problème va se répercuter à Djerba, dans une guerre civile, et c'est lié à l'impôt. Les Wahhabites, donc une partie de l'île, acceptent l'impôt étranger, donc du dominateur, à la condition qu'on préserve leur religion. Et les Nokarites, de l'autre côté, eux disent non, on est disposé à accepter l'islam malékite, mais on ne se soumet pas à l'impôt, ils ne sont pas capables d'assurer notre défense. Et donc ça va faire des guerres civiles à Djerba entre Nokarites et Wahhabites. Et on a trouvé dans les houches djerbiens des céramiques qui datent de l'époque rustémide. Donc vraiment, on canalisait l'eau avec de la céramique construite pour... c'est extraordinaire. Alors je vous donne une dernière anecdote par rapport au rustémide. Ça va plaire à certains. On arrive et on lui dit, on dit au souverain, l'islam interdit le vin.
l'émir dit, mais je ne peux pas interdire le vin. Je ne peux pas interdire aux gens de ne pas boire du vin. Et il dit, oh non, non, l'islam dit ça, il faut interdire le vin. Il dit, écoutez, moi je ne peux pas interdire le vin, mais celui qui cause des dégâts en état enivré, il a une double sanction. Mais c'est extraordinaire, on est au 8e siècle. Vous savez, ici, quand quelqu'un fait une connerie, oh, j'étais sous, excusez-moi, attends, à l'époque, Rustémide, ah, vous étiez sous, alors ça c'est pire. C'est-à-dire que le jour où vous êtes sous, prenez votre lit et dormez. Donc vous voyez cette histoire de Djerba, des Rustémides d'Afrique du Nord. Il y a des récits délicieux, vous trouvez des écrits dessus, il faut les analyser, etc. Voilà, il est 18h, presque. Je voudrais, bon, vous voyez que c'est pas possible de traverser toute l'histoire de Djerba. En revoyant mes notes, parce que par rapport à cette conférence, je me suis dit, c'est un nouveau livre qu'il faut faire. Je ne peux pas donner une conférence parce que c'est trop étendu. Il faut faire un livre uniquement sur Djerba. Et je voudrais, pour terminer, je voudrais terminer sur des choses positives, sur ces gens qui aiment notre île, sur des gens qui sont venus à Djerba, peut-être un peu comme vous, là, et qui ont aimé l'île et qui ont laissé des témoignages écrits. Alors, dans le bouquin, j'ai une émotion de Pierre Dumas, page 291. Alors, pour l'histoire, j'ai plein de choses à dire, mais bon, je vais devoir m'arrêter. Alors, quelques émotions de Pierre Dumas dans un livre de 1937. Il n'y a rien à voir à Djerba, m'avait-on dit. Dans l'enchantement où je suis, il n'y a ni le cirque d'El Djem, ni la mosquée de Kérouan, ni le forum de Timgad, ni pièces architecturales sensationnelles, ni ruines reconstituées, ou quelconque palais. Il y a mieux, un ensemble naturel absolument exceptionnel. Pour se lasser de Djerba, les années d'une existence entière ne suffisent pas, tellement sont supérieures aux œuvres des hommes, les œuvres de la nature. Il n'y a rien à voir à Djerba. Rien que ces palmiers, ces oliviers, ces mosquées, ces puits, ces jardins, ces maisons voûtées, chose banale en soi, mais qui, disposées en équilibre, offrent un inégalable ensemble. Djerba, c'est des extraits que j'ai cités. Djerba s'endort dans les splendeurs d'un feu du ciel. Terre chaude saharienne et maritime à la fois frissonne sous la tiédeur d'un vent marin, fait de silence, de douceur, de simplicité. Le paysage de l'île a produit en moi le même enchantement des compagnons d'Ulysse et de ce merveilleux lotos dont les anciens affirment qu'il prend à jamais le cœur humain. Est-ce le fruit de la vigne, la joie de vivre que l'on éprouve sur cette terre privilégiée? Est-ce la femme djerbienne, la plus jolie parmi les musulmanes? Est-ce l'air profondément pur? Est-ce l'ombre légère des palmiers? Je ne sais. Peut-être est-ce la réunion de tout cela? Au moment où de quitter l'île, j'ai l'impression de laisser sur la plage un peu de mon cœur, en portant seulement une sereine nostalgie ineffaçable. Là, j'ai un autre extrait de Paul Rebout. Les maisons de Djerba sont plaisantes au regard, toutes blanches, avec des portes bleues. Les bâtiments officiels suivent l'exemple. Seule la couleur blanc a un droit de cité dans l'île. Ce bleu des portes et volets, ce blanc des murs, forment dans la verdure un ensemble qui donne une exquise d'impression de bon accueil, de fraîcheur, de confort, de propreté. Quelle criarerie feraient les Français si une municipalité les tyrannisait de la sorte? De la forfaiture nous viendrait l'exemple. Encore une autre citation. Une maison de Djerba est un paradis. Imaginez la demeure blanche et bleue, ses murs blanchis à la chaux, meublés de tapis et de coffres, donnant toutes sur une cour coloniale ou dans un bassin de faïence d'un bleu-vert, couleur des profondeurs marines, un jet d'eau jaillit en gouttelettes que la brise courbe comme une plume et que le soleil frise. Les constructions à toit demi-cylindrique sont surprenantes dans un pays sans fer ni bois. Ils eurent l'idée de construire des voûtes de rangées en arches de pierre biseautées qui se joignent au sommet. Le toit se trouve formé par ces murailles.
une inépuisable nappe d'eau est entretenue sous l'île pour promouvoir une humidité féconde. Djerba n'a d'autre eau que celle des puits artésiens et autres, celle des citernes, réserve d'une pluie bien rare. En lisant cela, je termine un dernier mot. Vous savez, c'est plaisant, c'est adorable, c'est une émotion. Il faut être dans les bibliothèques, il faut lire pour voir combien les gens ont aimé cette île. Il y a 3 semaines, j'ai mon voisin, il a pris un tract, il a pénétré ce qu'on appelle la tabia. Une tabia qui fait 4-5 mètres de haut, l'une des dernières de Djerba. Hein. Et pendant 5 heures, pendant 5 jours, tous les matins, vous entendiez, je vous assure, j'ai mal au cœur d'entendre, je ne supporte plus les tracts. Il a détruit, j'ai tout fait pour essayer d'empêcher, pour protéger cette tabia. Vous devez savoir que Djerba n'a pas d'eau et que la tabia, c'est une éponge d'eau. Et donc toute la végétation vit sur la tabia. À partir du moment où vous détruisez la tabia, vous mettez l'éponge au soleil. Et si vous la mettez au soleil, elle sèche. Et donc toutes les plantations vont sécher. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a eu de la pluie. Mais imaginez, vous savez combien on a souffert ces 2-3 dernières années. On n'a pas eu de pluie. Pourtant, il y a encore de la végétation. Mais si vous enlevez les tables, c'est-à-dire les dunes, vous asséchez le pays. Cet héritage historique d'une île verdoyante, sans ville, que des palmiers. Aujourd'hui, il n'y a que des constructions. Mais bientôt, la terre sera sèche. Et on redeviendra un caillou sur mer. Donc voilà, c'est un petit mot que je vous laisse à la fin. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et merci Babette de m'avoir invité. Et merci Sylvie de nous avoir accueillis. Avez-vous des questions, des remarques par rapport à ce que Karine a... Moi, je vais poser la question, on n'a pas eu trop de temps. C'est l'histoire des Berbères au sein de l'île et la présence juive, puisque tout le monde a visité la Djerba, comment ils sont arrivés sur Djerba. Excusez-moi, vous parlez de... D'abord la présence des Berbères. Oui. Comment ils sont arrivés à Tataouine et dans la région, comment ils sont arrivés par leur histoire. Oui. Mais les Djerbiens sont berbères. Berbères, mais autre chose, une originalité de l'île de Djerba, toute l'Afrique du Nord est composée par des tribus. Donc c'est tribal. Toute l'Afrique du Nord, sauf Djerba. Djerba, c'est l'île des familles. Et chaque famille vient d'un lieu. Donc quand vous donnez le nom de famille, on sait d'où ils viennent. Par exemple, les Yider, qui ont donné les Ben Yider, vous reconnaissez tout de suite, ils viennent du Maroc. Donc c'est les Hented, ils viennent du Maroc aussi. Donc c'est l'époque des Mouhades, Mouahidines. Quand les Mouhades sont arrivés ici, en 1160, ils sont arrivés ici, donc on a des familles originaires du Maroc. Les Zirides, les Bouziri, c'est la dynastie des Zirides. Eux, donc, sont venus de Achir, d'Alger. Donc, ils ont régné sur toute l'Afrique du Nord. C'est une dynastie. Et je vous donne un exemple personnel. Nous, par exemple, on nous a toujours dit... on nous a dit de Germes, mais bon... Mais dans les textes, on est appelé Ammar Sfafra. Et pendant des années, Sfafra, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai cherché du côté de l'Égypte, j'ai cherché du côté de l'Algérie. Et un jour, je regardais un match de foot, Séville contre je ne sais plus trop quoi. Ah, mais voilà, Sfafra, c'est les Sévillans. Dans ma famille, on n'a jamais parlé d'Espagne. Jamais. Personne ne nous a dit que nous... Pour nous, les Andalous sont venus au nord, mais peut-être pas à Djerba. Mais il y a un quartier des Sfafra à Djerba, et notre quartier était celui des Sfafra, et nous étions appelés Ma'amar Sfafra. Donc vous voyez qu'on fait encore des découvertes. Et donc Djerba, c'est pas des tribus, Djerba, c'est des familles. Et les familles, c'est toute l'importance du patriarche, l'importance du foyer, le houch. C'est là où tout se passe. Vous n'êtes djerbien que si vous avez cet ancrage. Donc c'est essentiel.
il faut avoir cet ancrage du manoir. En fait, vous êtes... Il y a un mot qui choque les Tunisois, et que l'on dit en djerbien, on dit « Rabb el-Manzil ». Oh, jamais dire ça à un Tunisien. Il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pas... Et nous, Rabb el-Manzil, c'est le patron de la maison, mais on ne peut pas dire que c'est le Dieu de la maison. Et donc, mais à Djerba, on dit ces mots. Il y a le contraire aussi. Il y a des mots que eux prononcent qui nous font frémir, etc. Bon, mais c'est la langue. Donc, Rabb el-Manzil, ça se dit, alors que dans le continent, c'est un mot qu'on préfère éviter. Et donc, toute la famille, la famille, il y a l'éducation, il y a l'eau, il y a tout. Et encore autre chose, pour aller plus loin, on vous parlera des femmes djerbiennes qui sont très, très entreprenantes. Mais ça vient d'où cet entrepreneuriat des femmes? Les hommes partent loin. Les femmes tiennent le manoir. Et donc elles ont l'habitude de tenir, d'avoir une autorité. Donc il y a une tradition féministe très très forte à Djerba. Oui, c'est Nasr. Merci pour la conférence. Et je veux dire tout de suite que comme à l'instar de ce qui a été dit pour l'Égypte, que l'Égypte est un don du Nil, je crois que l'île de Djerba est un don de la mer. Pourquoi? Parce que quand je compare l'île de Djerba et les entours dans le continent, Merf, Mednin et les villes et villages qui sont dans le continent mais qui ne sont pas très loin de l'île, il n'y a rien de commun. Quand on arrive à Djerba, c'est autre chose. C'est comme vous dites, des familles, et ailleurs, c'est des tribus, et c'est vrai, mais je répondrai par la même occasion à madame pour dire que les habitants de l'île, en fait, comme il y a des berbères, des juifs et autres, je pense que l'île est un lieu d'abord de sécurité pour les gens qui ont fui quelque chose. Les Arabes ont fui, les berbères ont fui, les Romains et les Arabes. On les trouve sur les hauteurs en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et même le point le plus culminant à Djerba, c'est à Guelana. Donc c'est un lieu de sécurité, et sécurité parce que c'est une île aussi, elle est entourée d'eau. C'est un lieu de sécurité et aussi de paix, vu le régime qui est suivi ici. Ce n'est pas un régime de tyran comme dans les pays d'ailleurs. Et la mer, elle est ouverte, l'île, elle est ouverte sur la mer. Donc toutes les directions sont permises pour le va-et-vient, soit pour le commerce, soit pour que les gens viennent. Et nous savons que, par exemple, l'histoire des Juifs, si les Juifs sont venus du Moyen-Orient, ils sont venus par la mer, et c'est plus facile que les Juifs arrivent du Moyen-Orient par la mer pour atteindre Djerba que des gens qui viennent de Tougène ou de Mednin ou de Merf pour arriver à Djerba. Cette ouverture sur la mer est capitale, et cet état insulaire est en fait important parce que ça assure la sécurité et la paix et un système de vie qui est original. Et c'est pour ça, ça rejoint ce que vous avez dit sur le fait d'avoir détruit le pont pour éviter l'arrivée des Hafsides qui en fait viennent pour les impôts et donc pour gêner cette vie à Djerba qui est une vie communautaire particulière et où il y a cette espèce, je ne dis pas de tolérance, mais de coexistence entre les habitants de cette île sans aucun problème de guerre je ne pense pas qu'il y a eu des guerres civiles à Djerba, non, peut-être que les accrochages, mais le mot est très fort. Merci pour tout ce que vous avez dit, et voilà, c'était une remarque pour un peu dire que l'origine, en fait, des habitants de Djerba, elle est variée et enrichissante. Alors là, vous parlez du point religieux, et en fait, vous remarquez, vous connaissez Djerba, vous avez vu tous les marabouts. Et en fait, les marabouts, c'est des lieux saints. En arabe, on appelle ça salihin. Salihin, ça veut dire les gens qui ont fait du bien. Et donc, ils sont à leur mémoire. Et c'est là où je regrette beaucoup que toute cette connaissance du passé a été ignorée. Si on a bâti des demeures à leur mémoire, c'est qu'ils ont fait quelque chose de bien. Mais qu'ont-ils fait? Il y a même, près de chez nous, il y a une bâtisse qui s'appelle Leila Zainab. Mais qui est Leila Zainab? J'ai demandé, personne ne sait. Évidemment, c'est une mémoire d'il y a 80 ans.
c'est parti. Et donc il y a cette tradition religieuse très forte. Peut-être qu'elle vient du polythéisme, c'est possible. En ce qui concerne vous parlez des Juifs, les Juifs sont des Berbères, mais certains sont venus d'Irak, d'autres sont venus de Tripoli. Trabelsi, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Trabelsi, c'est que ceux qui tiennent la fameuse relive en ce moment, ils venaient certainement de Tripoli. Et donc, les Juifs, ce qu'on appelle les Juifs, c'est des Djerbiens d'abord. Oui. Donc c'est des Djerbiens dont le rite est différent. Et bon, je veux dire, l'Afrique du Nord a eu de très nombreux rites, mais tout ça a été harmonisé dans l'islam, à l'exception des Ibadites et des Juifs, qui sont restés... alors, les Ibadites, eux, se marient avec les autres, donc ils finissent par fondre, mais les Juifs, eux, non. Ils se marient plus difficilement, et donc ça fait une impasse quelque part, donc ce sont des minorités qui diminuent, puisque dans le local, et donc c'est un peu une communauté en tourmente psychologique, puisque vous êtes dans un pays et que vos interdits religieux ou je ne sais pas quoi vous renferment encore plus dans vous-même, et donc un juif djerbien va se sentir plus proche d'un juif polonais que d'un sfaxien. C'est pas normal, vous voyez. Normalement, l'unité d'une nation ou d'un pays, peu importe votre religion, c'est... voilà. Donc ça fait partie des délicatesses, des aspects un peu délicats. Et voilà. La question des salihines, elle est utile. Je veux dire, on a des tas de petits marabouts, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quelle mémoire ils portent. C'est une part africaine, une part polythéiste. Il y a des interrogations en tout cas à porter. Oui. Oui, madame. Est-ce que vous connaissez des écrivains français qui auraient vécu à Djerba et qui auraient écrit des romans sous forme poétique ou romans? Parce que moi, je n'ai pas trouvé. J'aimerais bien en lire, quoi. Il y en a eu un, je ne l'ai pas lu il y a très très longtemps, il parlait de la Ririba, donc de cette étonnante déesse. Oui. Donc il avait fait un roman sur cette dame. Oui. Et moi, je ne l'ai pas lu, je ne suis pas un grand lecteur. Mais il n'y en a pas beaucoup de livres sur Djerba, finalement. Or, votre livre, certainement, ou des écrits scientifiques, mais des livres, des romans, des poésies, qui puissent être accessibles en langue française. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça doit sûrement exister, il faut faire des recherches. Par exemple, le fameux Night in Tunisia. C'est un morceau de jazz. Ben, il a été fait à Djerba, vous voyez. Le gars s'est inspiré de Djerba. Il y a des écrits, là, je vous ai parlé de... Justement, donc c'est Paul Dumas, j'ai noté. Paul Rebout, j'ai quelques noms comme ça de personnes qui ont parlé avec émotion de l'île. Mais il y a des romans, oui. Mais je n'ai pas trouvé. Sur Internet, j'ai recherché. Je ne suis pas un grand lecteur de romans, mais ça existe. Des auteurs qui parlent de Djerba, il y en a, mais qui ont vécu, non. Mais qui parlent de Djerba, il y en a beaucoup, enfin, plusieurs. Oui. Oui. Excusez-moi, il y a un monsieur. Bien sûr que... Il y a une question là. Bonsoir, monsieur. Là, on est vivant le sommet de la francophonie. J'ai bien envie de vous dire que nous allons célébrer justement un grand écrivain français qui a écrit sur Djerba. Gustave Flaubert. Bien sûr, il a même été un précurseur, j'allais dire, du tourisme tunisien. Il y a déjà plus d'un siècle et demi où il a dit que l'île de Djerba, c'est l'île du sable d'or où l'air est si doux qui nous empêche de mourir. Donc, je connaissais cette phrase. Flaubert, qui était donc normand, comme vous le savez, Madame de Bovary, Salammbô. Paul Klee, qui n'était pas écrivain, mais qui était un excellent photographe, comme vous le savez, qui est à l'habitué de la Tunisie, principalement de l'île de Djerba. Peintre, oui. J'ai dit qu'il n'était pas forcément écrivain, mais c'était déjà un artiste. Où il allait donc souvent à Guelala, où il disait « Je pensais rencontrer des potiers, j'ai rencontré alors des poètes ». C'était Paul Klee, à qui nous allons aussi rendre hommage cette semaine sur ce sommet mondial de la francophonie. Vous êtes tous conviés, puisque samedi nous organisons un colloque sur la francophonie la mer. Il y a quelques semaines, nous avons organisé la francophonie réalité et horizon. Et donc nous célébrons parfaitement cette amitié franco-tunisienne, algérienne, Paul Klee, André Gide.
mais aussi en Égypte, bien sûr, aussi normand, qui était un habitué de notre île. Beaucoup d'écrivains français ont traversé ce beau pays, puis nous ont laissé des traces, surtout de Djerba. Et nous allons célébrer le bicentenaire de la naissance de je viens de le dire à l'instant, parce que je suis un peu fatigué, je le dis. Gide. Non pas de Loire, mais de Gustave Flaubert. Voilà. Vous n'aurez pas des peintres qui sont passés par Djerba? Des peintres. Pas pour la show, hein. Pour le télé. Je disais Paul Klee. Paul Klee, c'est un peintre? Bien sûr. C'est un peintre. J'ai des tableaux de Paul Klee. Il a été aussi basé beaucoup à Kérouan. Un de mes amis, Salah Allen, qui est propriétaire de Dardiafa, vient de lui rendre un grand hommage. Il a même installé un tas de traces, Paul Klee, entre Kérouan et Djerba. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je voulais savoir. Oui. Le nom wahhabite Oui. vient de quoi? Ceux qui veulent suivre Abdel Wahhab, le fils de Abdelrahman ibn Rustam, qui le suivent ou qui le renient, Nakara. Oui, Nakara, c'est les Mestawa, c'est parce qu'ils ont suivi le neveu de Abi Miswar, ils n'ont pas suivi Abi Miswar. Vous savez qu'il y a eu un conflit entre Abi Miswar et son neveu. Oui. Et les Mestawa ont suivi le Mestawi, qui est le neveu de Abi Miswar, et on les a appelés Nakara parce que Nokro Abdel Wahhab. Oui. Donc on a les. Mais je voulais m'assurer que le Wahhabite, c'est Abdel Wahhab ibn Rustam. Oui. C'était on acceptait la succession d'Abdel Wahhab ou pas. Donc les Wahhabites étaient favorables, mais bon, vous avez les Wahhabites d'Arabie Saoudite qui sont encore. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc le nom d'Abdel Wahhab. Les Wahhabites d'Arabie Saoudite, c'est le XVIIIe siècle. Oui, c'est ça. Donc il ne faut pas. Les autres, voilà. c'est le 7e. Donc, oui, absolument. Donc il y a différentes époques. Oui. Juste, pardon, est-ce qu'il y a un autre celui-là? Oui. Juste pour dire, ça c'est une question d'ordre général qui me chiffonne depuis toujours. Oui. Parce que quand on parle de ces pays, on parle de l'Afrique, et vous avez dit, vous avez parlé de l'Afrique, qui a donné le nom à l'Afrique. C'est très ambigu que cela, dans la mesure où... Dans la mesure où s'il vous plaît. Dans la mesure où on parle plutôt de ces pays qui se situent autour de la Méditerranée. Donc quand je parle moi, de ces pays, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, etc., quand ils disent des pays africains, ce n'est pas des pays africains, c'est des pays méditerranéens. Oui. Parce que quand on parle des Omeyyades, des Abbassides, des Pharaons, des Byzantins, des Romains, je n'ai jamais trouvé dans l'histoire, pendant ce temps-là, quelqu'un qui parle de l'Afrique subsaharienne. Pour moi, c'est un point noir. C'est un néant. Je n'arrive pas à comprendre que pendant ces temps-là, ces siècles-là, il n'y avait pas de vie dans l'Afrique subsaharienne. Mais ça n'a rien été raconté sur cela. On appelle Bilad Soud. C'est pas une histoire, ça. Il y avait des royaumes, il y avait des royaumes. Pardon. Alors que Cheikh Diop, maintenant, il y a une autre théorie qui sort, qui dit que les pharaons, c'était des noirs. Ce furent des noirs. Et plus on monte vers le nord, plus ça s'éclaircit, la peau s'éclaircit. Oui. Et c'est une théorie qui prend de l'ampleur. Et mieux, excusez-moi, Moïse, il était noir, paraît-il. Oui, ben ça c'est religieux. Oui, non, on parle de couleur de peau. Oui, mais même les Juifs. Permettez-moi, non, je parle, moi je ne suis pas. Et Jésus-Christ n'avait pas les yeux bleus. Hein. Il me ressemblait plus à moi qu'à. Attendez un instant, j'ai fini. Cheikh Diop, c'était quelqu'un qui a étudié, qui a fait ses études à Paris, il a fait des études de chimie, etc. Il est rentré au Sénégal, il a construit, il a fondé un laboratoire qui s'appelle Carbone 14. Il a été jusqu'à chercher chez les momies égyptiennes, il a dosé la mélanine, il a trouvé que la mélanine chez ces gens-là était 20 fois plus importante que chez les Blancs. Méditez. Oui, mais il y a plus de pyramides dans l'actuel Soudan, ça vous le savez bien. C'est pas la question. Moi, je veux dire que dans l'Afrique subsaharienne, on n'a jamais